J'ai envie d'aller voir comment ça se passe, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le raconter, j'ai envie d'aller là où l'histoire s'écrit, où vient de s'écrire, où va s'écrire. J'ai envie d'être dans les grands moments du monde, dans les tragédies, dans les moments forts, dans les moments durs. Et puis je veux le vivre, je ne veux pas que le raconter, je veux le vivre, je veux le sentir physiquement, psychologiquement. Et depuis, j'ai toujours eu cette envie viscérale de partir là où les choses se passent, là où l'histoire s'écrit. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. La semaine dernière, nous avons parlé de la guerre en Ukraine et c'est encore, en partie, ce sujet que nous allons aborder dans ce nouvel épisode. Nous avons en effet rendez-vous avec Dorothée Oliéric, grande reporter pour France Télévisions et tout juste de retour d'Ukraine. Ces 30 dernières années, Dorothée a sillonné le monde et notamment les théâtres de conflits pour couvrir l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Dorothée, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Fred, eh bien, je suis grand reporter, un pur produit de France Télévisions, puisque je suis arrivée en stage il y a 30 ans déjà. Et je suis sur des terrains difficiles, des terrains de guerre depuis pas mal de temps, 2 ans après mon arrivée. Voilà, donc journaliste du service public et surtout et avant tout journaliste de terrain. D'accord. Tu as couvert de nombreux conflits. J'ai lu que ton premier reportage à l'étranger, c'était au Chili, où tu avais fait une interview du général Pinochet. C'est quand même pas mal pour commencer une carrière de grand reporter. Depuis, tu es allé un petit peu partout dans le monde, en Afghanistan, au Mali, un peu partout en Afrique. Et là, récemment en Ukraine, où tu rentres d'une mission assez longue. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours et nous dire les grandes étapes et ce qui t'a le plus marqué ? Alors pour revenir sur ce voyage au Chili, j'étais encore étudiante à la fac, j'ai fait un LEA, langues étrangères appliquées, avec première langue espagnole, parce que j'étais vraiment très hispanisante, hispanophone. Et je partais beaucoup en Espagne et j'ai voulu découvrir, aller plus loin. Donc j'ai rencontré en Espagne des Chiliens et j'ai eu envie d'aller voir comment ça se passait dans un pays, non pas en guerre, mais dans une dictature. Donc c'est peut-être déjà les prémices de cette passion pour le grand reportage. Et je suis partie donc à l'âge de 19 ans, quand j'étais encore à la fac, pendant 3 mois. Puis je suis repartie encore 3 mois, 2 ans plus tard. Et c'est là où je suis partie avec un ami photographe et qu'on est allé un peu au culot avec une carte de correspondant, de petit correspondant de la presse locale régionale. Et donc il y avait quand même un petit trait bleu, blanc, rouge, voilà, mon nom, un journal, et puis je suis allée au culot et j'ai dit que c'était un grand quotidien, que ça tirait 1 million d'exemplaires. Enfin, j'avais un peu en tête Ouest France alors que c'était l'Éclair de Nantes. Et bref, j'ai réussi à accéder comme ça au général Pinochet et du coup à faire une interview, les yeux dans les yeux, avec sa petite voix un peu ridicule et impressionné quand même de rencontrer un dictateur. Parce que l'histoire, moi étant passionnée de civilisation latino-américaine, j'avais étudié tout ça. Et c'était une démarche que j'ai trouvée extrêmement excitante, de se dire, moi, petite étudiante à la fac à Nantes, je me mets un défi d'aller interviewer le général Pinochet, et j'y arrive. Donc il y avait cette espèce de plaisir d'arriver, d'atteindre l'objectif, le but, et puis d'une rencontre avec l'histoire aussi, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, en essayant d'être neutre et de ne pas rejeter d'office ce vieux général pour essayer d'aller chercher quelque chose en lui. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu comme démarche. Alors après, j'ai essayé de vendre le papier en revenant. Je me souviens que j'avais contacté le Figaro Magazine. Je me dis, ça, Pinochet, ça va peut-être les intéresser. Mmh. Et on avait fait mon photographe, un camarade photographe avait fait des belles photos. Et en fait, après, c'était la chute du mur de Berlin. Et pas à peine de te dire que tout est passé aux oubliettes. Mais en revanche, j'ai fait un papier dans l'Éclair. Je crois qu'ils m'ont payé 50 francs de l'époque. Je suis trop contente d'avoir mon premier papier signé dans la presse écrite sur l'interview du général Pinochet. Ensuite, donc, tu as cité quelques pays. On peut revenir un petit peu sur certains pays si tu veux. Il y a le tout premier reportage pour France 2. Donc là, je suis toute jeune journaliste et en fait, 2 ans après mon arrivée,
j'arrive au service de politique étrangère. Donc j'ai 25 ans, je suis la plus jeune, à une époque où il n'y a pas de chaîne d'infos, où tu ne vois pas beaucoup de filles sur les terrains de guerre. Et la voie est ouverte par quelques grands reporters qui m'ont précédé, comme Marine Jacquemin pour TF1, Martine Laroche-Joubert pour France 2. Donc c'est pas dur en tant que femme, mais c'est pas facile en tant que jeune, vraiment jeune femme. Et ma toute première mission est au Cambodge en 1992, au mois de novembre, au moment de l'APRONUC. Donc c'était une mission de maintien de la paix de l'ONU, où les Français étaient engagés donc sous casque bleu, où je suis partie avec 300 légionnaires. Et je me suis dit, ça commence pas mal ce métier, puisque j'étais la seule femme. Ils ont tous été adorables avec moi, aux petits soins, j'ai eu aucun souci. Et j'ai traversé le Cambodge du nord au sud, d'est en ouest, en hélicoptère, en 4x4, à mobilette, à pied. Et je me suis dit, waouh, mais quel métier de dingue je fais, ça formidable, je ne me suis pas trompée, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. C'était extraordinaire comme première expérience. Et après, l'Afrique, enfin, jusqu'au Mali, l'Ukraine, l'Afghanistan, la Tchétchénie, et j'en passe. Ouais. Et là, récemment, l'Ukraine, qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir cette spécialité d'ailleurs? Est-ce que tu te considères comme reporter de guerre? Ou est-ce que tu te considères comme journaliste qui couvre potentiellement plusieurs choses différentes? Alors je me considère comme grand reporter et je ne parle jamais de moi pour me présenter en disant je suis reporter de guerre. Je trouve ça d'une prétention, voilà, ça ne correspond pas à mon caractère, même si dans les faits je couvre depuis longtemps beaucoup de terrains de guerre, mais je suis grand reporter qui couvre oui, effectivement des pays, des conflits. Et pas que, hein, il arrive de temps en temps que je fasse aussi les élections en Espagne, et c'est un vrai bonheur à faire, ou d'autres sujets plus proches d'ici, et parfois en France aussi. Mais donc grand reporter depuis longtemps. Et ça, quand tu as commencé justement, par exemple chez France Télé, tu visais ça, tu disais je veux être grand reporter et je veux pouvoir partir sur les conflits. Ah oui, ça c'est effectivement depuis très longtemps, depuis cette histoire au Chili en dit long, puisque j'ai envie d'aller voir comment ça se passe, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le raconter, j'ai envie d'aller là où l'histoire s'écrit, où vient de s'écrire, où va s'écrire, j'ai envie d'être dans les grands moments du monde, dans les tragédies, dans les moments forts, dans les moments durs. Et puis, je veux le vivre, hein, je ne veux pas que le raconter. Je veux le vivre, je veux le sentir physiquement, psychologiquement. Et depuis, j'ai toujours eu cette envie viscérale de partir là où les choses se passent, là où l'histoire s'écrit. Ça semble un peu bête à dire, mais c'est vrai. Je vais te donner un exemple. Quand Ben Laden a été tué, j'étais en congé. Et j'entends ça, je me réveille tôt, et puis je mets la radio et j'entends ça. Et ça fait longtemps que je couvre l'Afghanistan, le Pakistan, et je me dis, mon Dieu, mais j'oublie les vacances, il faut absolument que j'y aille. Et j'appelle ma rédaction, j'ai oublié mes vacances, c'est moi qui pars au Pakistan pour la mort de Ben Laden. Et je suis la première à l'ambassade du Pakistan à Paris pour avoir le visa à 8h du matin. Je suis la première à l'avoir, je prends le vol à 10h45, et 9 heures plus tard, j'arrive à Abbottabad au Pakistan. Et quelques heures après avoir entendu cette annonce à la radio, je suis en train de passer dans les courettes des maisons, parce qu'il y a c'est déjà tout fermé autour de la maison où a été tué Ben Laden. Et j'arrive quasiment devant quelques heures après. Et je me dis, voilà, c'est ça l'essence de mon métier, c'est cette histoire où tu vas très vite. J'aime aussi cette rapidité dans l'action. C'est pas je prévois de partir au Mali dans 2 mois, c'est je veux être dans 12 heures là où Ben Laden vient d'être tué par les Américains. Et ça a toujours été comme ça, et cette envie d'être là le plus rapidement possible, là où ça se passe, est vraiment chevillée au corps. Dans différentes interviews que tu as données et que j'ai lu, regardé avant qu'on se voit, tu parlais de ton expérience au Rwanda, qui a été compliquée parce que c'est là où tu as vu les choses les plus atroces. Comment
au-delà de donc, cette envie qui te pousse à aller dans des endroits qui vont être dangereux forcément, quoi, parce que c'est là où, comme tu dis, se passe l'histoire et pas forcément la plus belle. Comment tu fais pour garder ton calme, garder ton sang-froid, garder aussi un peu de santé mentale quand tu vois tout ça? Est-ce que tu t'es posé cette question, j'imagine, plusieurs fois? Ben, je me pose pas trop ce genre de questions parce que si tu réfléchis trop, peut-être que tu vas faire entrer la peur en toi, peut-être que les idées noires vont être trop nombreuses. Et je pense qu'il faut, pour faire ce métier, être équilibré, je pense l'être, bien entouré, je le suis aussi par ma famille. J'ai jamais vu de psy. J'aime bien dire que c'est ma maman qui fait un peu office de psy parce qu'il faut quelqu'un pour raconter, et tous les militaires le savent, hein. Il faut, quand ça monte, il faut que ça sorte, et que ça sorte, que ça soit un psy, que ça soit un proche, que ça soit pas ton conjoint, pas tes enfants, donc ça c'est certain. Mais effectivement, ma santé mentale, je pense que je tiens le choc. Je pense que je coche toutes les cases pour souffrir de stress post-traumatique, mais miraculeusement, ça ne m'a pas atteint et bien heureusement parce que je connais beaucoup de militaires qui en souffrent et c'est une blessure psychique absolument terrible. Donc je pense fort à eux. Des horreurs, j'en ai vu, j'ai vu les pires horreurs qu'on peut voir, et puis tous les militaires qui sont allés au Rwanda ont vécu peut-être aussi un peu la même chose, parce que moi j'avais jamais vu de cadavre de ma vie, j'avais 25 ans, et puis j'arrive sur un théâtre de guerre où il y a des milliers de morts, coupés en morceaux, des femmes, des enfants, des amas de corps, donc je découvre cette odeur de la mort, hein, extrêmement violente et forte, prégnante, et voilà, donc c'est le pire de l'humanité, le pire de ce qu'on peut faire au point de vue des atrocités, je pense, depuis très 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 longtemps. Ouais. Et j'ai jamais souffert de vivre des choses aussi violentes, voilà, des tas de cadavres avec des survivants, avec une douleur immense et des cauchemars, j'en ai fait, hein, j'en fais toujours des cauchemars. Hein. C'est la guerre dans ma tête, hein, encore aujourd'hui. Tu sais, cette nuit, tu vois, peut-être le retour d'Ukraine, fait les bombardements et autres, ouais, cette nuit, c'était la guerre dans ma tête, c'était la guerre dans ma nuit, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer, je me réveille pas en sueur, en criant. C'est la guerre, mais version film de guerre à l'américaine. Et je me dis, waouh, le scénario, quel truc de dingue. Là, t'as un sniper, là, t'as un bombardement. Je regarde le ciel, c'est couvert, ok, il n'y a pas de drone. Et ça ne me stresse pas une seule seconde. C'est comme si j'allais voir un film de guerre, alors que je suis dans l'histoire. Donc, pour l'instant, je passe au travers des soucis psychologiques et que ça continue comme ça. T'as vécu beaucoup de choses compliquées. Tu parlais aussi parce qu'il y a quelque chose qui fait peur beaucoup de journalistes et beaucoup de militaires aussi, parce que quand ils sont avec des journalistes, ils ont toujours peur que ça se passe mal. Et un truc depuis quelques dizaines d'années maintenant, c'est la prise d'otages. Les journalistes ont une valeur assez importante. Hein. Les talibans ont financé la guerre là-bas beaucoup grâce à ça. Comment toi tu vois ça? Est-ce qu'à chaque fois tu te posais la question, là il faut que je fasse attention? Comment tu vis ça au quotidien sur le terrain, cette peur et toutes les précautions que tu dois prendre pour éviter d'être pris en otage? Alors c'est quelque chose qui fait peur, effectivement. Et avant même la prise d'otage, c'était effectivement que le journaliste est devenu une cible, et ça c'est après 2001. Franchement, avant tu montrais que tu étais journaliste, tu mettais sur la voiture, sur les portières, sur le toit, TV, presse. Vraiment, il fallait se faire identifier comme quelqu'un dans une ambulance était médecin, un journaliste et ça. Et ça te protégeait, franchement. Pendant des années, je me suis sentie protégée par mon statut de journaliste. Et puis ça a basculé, et j'avais une consoeur italienne juste après 2001 où j'étais en Afghanistan et qui est partie dans la zone de Gardez et qui s'est fait attaquer et tuer. Alors non, je mélange deux histoires. Pardon. J'ai une consoeur, oui, effectivement,
en Afghanistan, qui a été tué pour son statut de journaliste, donc qui a été massacré effectivement par un groupe criminel, taliban ou autre. Et il y a ce moment où on s'est dit, voilà, on est ciblé pour notre statut, pour notre argent, parce qu'on a aussi du cash, donc des groupes criminels, et ensuite en tant que cible pour être prise en otage. Et puis il y a eu aussi un moment très marquant dans ma carrière où les journalistes ont été décapités avec James Foley et les Américains et les combinaisons oranges, et ça c'est une vraie terreur, c'est une vraie horreur. Donc repartir après, continuer à partir avec cette menace-là en plus, des risques de guerre, c'était pas facile. Donc j'avoue que j'ai eu un moment de flottement, mais néanmoins j'ai continué parce que l'appel est plus fort que tout, parce que l'envie d'être là où ça se passe est plus forte que tout. Donc l'Irak, notamment, où je suis allée malgré ces risques-là. Alors pour revenir à ta question, comment fait-on pour se prémunir de ce risque? Je vais donner un exemple simple qui est le Mali. Le Mali, toutes ces dernières années, j'y suis allée uniquement dans le cadre d'un embarquement, d'un embed avec les militaires français, parce que sinon je sais que c'est direct la prise d'otage. Donc c'était une évidence pour moi de n'y aller qu'avec les militaires, qui pour le coup est une protection anti-prise d'otage, ça c'est certain. Alors je pense évidemment à Olivier Dubois qui est pris en otage, je ne critique pas ce qu'il a fait, loin de là. Lui habitait à Bamako, avait ses réseaux, ses contacts. Et donc, c'était pas la même démarche qu'une journaliste qui arrive de Paris et qui va pas aller se promener à Bamako ou ailleurs toute seule. Donc, pour moi, le Mali, c'était avec les militaires français. D'autant plus que tes angles de reportage à ce moment-là, c'était aussi beaucoup l'armée française qui se bat sur place. Tu as réalisé beaucoup de sujets sur ça. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans et qu'est-ce que tu trouves intéressant dans le fait de raconter des histoires sur l'armée française comme ça? Et peut-être une question en plus sur est-ce que tu avais déjà cette appétence pour l'armée française, ou en tout cas je ne sais pas si on peut parler d'admiration ou d'attachement ou quoi que ce soit, parce que j'ai l'impression que tu es quand même bien impliqué aussi, tu as participé aux journées des blessés de l'armée de terre. Est-ce que, comment tu vois ça? Il y a des bonnes relations entre toi et les militaires, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les journalistes aussi. Alors, je ne dirais pas de l'admiration, je dirais du respect. J'ai une connaissance pour le monde militaire, j'ai un respect pour les valeurs militaires et pour l'engagement des soldats qui vont, et je l'ai vu depuis toutes ces années où je couvre jusqu'au sacrifice ultime, un engagement qui est respectable. Mais je travaille avec les militaires depuis le début, en fait, depuis la Bosnie, depuis le Rwanda, depuis le Kosovo, mais pas que. Donc je suis là où les militaires français sont engagés, mais j'ai aussi couvert beaucoup de terrain en Tchétchénie ou autre, où il n'y avait pas l'ombre d'un militaire français. Donc j'ai appris à connaître il y a très longtemps, dès le début, par la couverture de ces terrains de guerre, les militaires en général. D'ailleurs, les Français, on y reviendra peut-être, sont assez différents des militaires des autres nationalités qui sont moins prudents pour nous et avec nous. Après, j'aime bien raconter les militaires à hauteur d'homme. C'est-à-dire que j'aime bien interviewer des gens, pas forcément les plus gradés, parce qu'il y a une espèce de parole, qui est plus libre, qui est plus simple, qui est plus vrai. Je déteste les éléments de langage, que plus on monte dans la hiérarchie, plus ils nous livrent, plus ils se font un film de l'interview, plus finalement ils ne sont pas à l'aise, et ce n'est pas toujours les meilleures interviews, plus on va vers un grade élevé. Il y a une époque, quand j'ai commencé, où le simple soldat n'avait pas le droit de parler. Il fallait passer par le SIRPA, et c'était même souvent, je pense à Sarajevo, le chargé du SIRPA qui apportait la bonne parole. Donc on ne pouvait pas interpeller comme ça un jeune soldat, un sous-off, un officier. Tout passait par ça. C'était très strict, très coincé. Donc ça s'est quand même beaucoup libéré. Une fois qu'il y a un rapport de confiance avec l'officier de communication, la personne va nous laisser justement interpeller tel soldat pendant une opération, à un moment où on peut le déranger, bien évidemment.
Et donc j'aime bien raconter ce qu'il y a dans leur tête, ce qu'il y a dans quels sont leurs doutes, quelle est leur passion, pourquoi ils font ça, et pas juste l'opération Barkhane comme un compte-rendu militaire. Après, il y a des choses qui ne sont pas forcément géniales quand on est embarqué comme ça avec les militaires français. C'est que très souvent, ils sont trop prudents. Ça, on ne peut pas faire. Non, là, c'est trop dangereux. Ça, non. Donc, ça me met hors de moi parce que les terrains de guerre, j'en ai fait beaucoup avec vraiment, moi, les balles qui sifflent, les obus qui tombent à droite, à gauche. Donc, je pense être très largement aguerri pour pouvoir supporter le risque au bali d'une intervention ou si jamais, effectivement, ils ouvrent le feu. Je suis reporter, je couvre des terrains de guerre. Donc pourquoi ils m'empêchent? Et je vais te donner un exemple. On était en opération une fois, on se lève à 3h du matin, on part en VAB, et ils me mettent avec mon équipe dans le VAB sanitaire. Et puis au moment où on approche du village qui était investi par les ennemis, les GAT, les groupes armés terroristes, et ben voilà, le VAB sanitaire s'arrête à l'arrière, je ne sais plus, 10 bornes à l'arrière, et les mecs disent bon ben voilà, nous on va continuer tout seul. Et là j'étais furieuse, et ça je l'ai fait remonter à l'EMACOM, à l'état-major des armées, donc pour leur dire c'est pas possible, ou on est avec vous, ou on n'est pas avec vous, mais s'il se passe quelque chose, ne nous enlevez pas de l'histoire avant même qu'il se... Et en fait, il s'est rien passé, et nous on arrive derrière, et au cas où il se passait quelque chose, on n'avait même pas la séquence. Donc quand je vois mes confrères qui étaient sur tous les terrains au Vietnam, je ne parle pas de Pierre Schoendorfer qui suit la section Anderson pendant X semaines avec eux jour et nuit dans toutes les opérations, mais là on en est loin, quoi. On en est loin. Donc le petit tour opérateur organisé par les militaires, ok pour le voyage de presse pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un voyage comme ça, où ils vont leur montrer le camp de Gao, une petite opération et un checkpoint, ok, mais moi je veux plus, Sinon, au bout d'un moment, je dis non. Et ça m'est arrivé de dire non. Je dis, vous êtes gentil, mais là, non, ça ne va pas le faire. Et arrêtez d'être prudent pour moi et emmenez-moi là où ça se passe, là où vous vous battez, là où vous combattez. Voilà, le message est passé. Ouais, tu as raison. Franck Cognard, qu'on a reçu dans le 60e épisode de ce podcast, on a aussi un peu parlé du fait que l'embed, c'est quand même très restreint. Moi, j'ai pu le vivre aussi au Mali. Effectivement, tu es dans un VAB et on t'explique si jamais il se passe quelque chose, tu restes à l'intérieur et là tu regardes tes appareils photo, tu montes, tu dis oui, mais en fait, du coup. Mais toi, alors, en plus, en étant mandaté par une grande rédaction, France Télé, c'est quand même pas, c'est plus le journal le petit quotidien de Nantes, le titre de PQR, même si la PQR c'est très bien. Est-ce que France Télé, c'est aussi l'histoire de Guéquer et Taponnier en Afghanistan, qui a conduit derrière à une détérioration des relations. Oui, j'ai senti sur le terrain, oui. Parce qu'il y a aussi des journalistes qui travaillent sur les questions de conflit, mais qui sont pour le coup jamais en bed. Et qu'on ne verra pas en bed. Je pense à Véronique de Viguerie, par exemple, en photo, ou qui sera en bed avec les talibans plutôt. Oui, enfin non, là je ne peux pas te laisser dire embed avec les talibans. On ne va pas revenir sur cette histoire, mais elle a fait son boulot, elle a fait des photos. Non, je te parle dernièrement de l'aéroport, par exemple. Quand tu la vois sur l'aéroport, elle est encadrée quand même par les talibans qui acceptent qu'elle fasse le coup de com' de la prise de l'aéroport. Non, elle ne fait pas de la com', elle fait son boulot, elle arrive à rentrer là où tout le monde n'arrive pas à rentrer. Donc, c'est les talibans, le retour nouveau. Ils ne sont pas là en train de dire Véronique de Viguerie, notre amie, venez prendre des photos. Non, elle fait son boulot comme nous, on y était ensemble. Et puis, elle arrive à faire des choses qu'on n'arrive pas. Au point de vue déontologique, c'est plutôt à son diffuseur de dire est-ce qu'il faut diffuser les soldats pour revenir sur l'histoire des photos des soldats français tués. Je veux dire, c'est plus à la rédaction de répondre. Elle fait les photos. En tout cas, oui, il y a des gens qui ne seront pas embed, ou il y a des gens comme Patrick Chauvel, pour prendre un autre exemple, qui, s'il l'a été, mais au Vietnam, à l'époque, on pouvait vraiment faire des choses. Donc, s'il y en a qui ne le font pas, c'est parce qu'on ne peut pas faire assez de choses et parce qu'on est trop restreint dans notre... Tu l'as dit toi-même, moi il est hors de question. Je vais donner un exemple. En Afghanistan en 2007, je suis embed et on arrive au camp de Warehouse après toute une longue mission. Et là,
Là, chacun baisse un petit peu de tension et puis on fait le tour des popotes. Et à l'époque, on a le droit de boire un peu plus que maintenant sur le terrain. Donc c'est une petite bière par-ci, une petite bière par-là. Et les soldats sont détendus et autres. Et tout d'un coup, le camp de Warehouse est pris pour cible et il y a une salle de roquettes sur un temps 6-7 explosions. Voilà. Au moment où il est 22 heures. Heureusement, elles ont explosé toutes juste à proximité du camp. Et une est tombée sur un endroit où dormaient je sais pas combien, 50 mecs, et elle n'a pas explosé. Et là, c'est panique à bord. Et donc moi, mon Ofcom fonce vers moi. Et il dit, vite, vite, aux abris, aux abris. Je dis, bah non, pas aux abris, non, pas aux abris. Je vais filmer les militaires qui se mettent en ordre de bataille, les hélicoptères qui décollent, tout ce qui se passe quand, on est pris pour cible. Donc je négocie, je dis, vous me laissez au moins un quart d'heure, après on ira aux abris. Et il a été malin, et voilà, et il nous a laissé faire, puis après il nous a emmenés aux abris. Mais on a quand même pu, pendant un quart d'heure, faire un peu notre boulot, etc. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes objectifs, quoi. Tu penses que ça, malgré ces contraintes, on fait quand même bien son boulot en tant que journaliste, c'est-à-dire qui n'est pas communicant, qui est là pour montrer même quand ça va pas? Tu te sens pas censuré, mais voire même peut-être même auto-censuré à certains niveaux ou pas? Alors de l'autocensure, je pense pas, mais néanmoins, pour reprendre l'exemple du Mali, ou pour parler du Mali, on ne pouvait y aller qu'avec les militaires, j'ai le sentiment d'avoir raconté des belles histoires qui donnaient à comprendre ce que faisaient les militaires français là-bas. Je pense à 2 documentaires que j'ai faits pour 13h15 le samedi et 13h15 le dimanche sur France 2, dont un 90 minutes, qui suivait 3 militaires d'un régiment du train qu'on a suivi de Tessalit jusqu'à Gao. Et à travers ce quotidien, alors il n'y a pas de scène de bataille extraordinaire, mais il y a la tension, il y a la peur, il y a la fatigue, il y a le courage, il y a des militaires différents, il y a un gars qui sort de Polytechnique, un jeune lieutenant donc, et puis il y a aussi une jeune première classe. Donc on a un peu un panel de comment ça se passe, une mission comme ça dans l'armée, et je donne à comprendre ce qu'est Barkhane alors que les gens ne comprennent pas grand-chose. Donc non, je suis très fière de ce documentaire par exemple. Alors, après, on pourra revenir sur l'histoire de Maxime Blasco, un autre documentaire, et des opérations aussi où on part en opération. Hein. Il y a des moments où tout peut arriver. On n'a pas de garde du corps, il faut quand même expliquer. Les militaires le savent bien. À part de temps en temps où on dit si vraiment ça pète, là vous rentrez dans le VAB, mais ça peut péter aussi quand on est à l'extérieur, et les bombes c'est même pour tout le monde, et ça peut péter aussi quand on est en tape arrière, parce qu'on a chaud, parce qu'on prend un peu l'air, quand on saute sur un IED, donc sur une mine artisanale, les risques quand on est sur un terrain de guerre, avec ou sans militaires français, ils sont là, toujours. Parlons un peu de ce que tu as fait avec Maxime Blasco. Est-ce que tu peux parce que là tu viens de sortir un livre dont on a parlé d'ailleurs dans un magazine Défense Zone. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler un peu de la genèse du projet? Alors, Vie et mort d'un soldat d'élite, Maxime Blasco, aux éditions du Rocher. Au départ, la démarche, c'était l'éditeur qui m'a contacté parce que justement, il avait vu le documentaire que j'ai fait sur le crash de la Gazelle au Mali en 2019, où Maxime Blasco était tireur d'élite, était à l'arrière et a sauvé ses camarades, le pilote et le chef de bord, en les traînant et en les accrochant au patin, au train d'atterrissage du Tigre qui s'était posé donc en pleine zone ennemie, dangereuse, pour sauver les gars. Donc c'est Maxime Blasco, j'ai raconté son histoire parce que c'était une histoire de courage, de bravoure, d'héroïsme, même s'il détestait qu'on dise ça. Et j'ai mis un peu de temps à convaincre les militaires parce je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas communiquer sur cette histoire, qui est un crash d'hélicoptère, donc un crash c'est un échec, mais ils n'ont pas su voir derrière l'héroïsme extraordinaire, la fraternité d'armes incroyable, et qui fait que c'est une super belle histoire. Et puis donc j'ai mis du temps à les convaincre, et au bout d'un an ils ont fini par dire oui, parce que je voulais aussi récupérer les images de drones, les images captées par le Tigre, l'ATL2, enfin je voulais voir pour raconter toute l'histoire. Donc ça ils n'aiment pas trop. Donc au bout d'un moment j'ai eu le feu vert, et là j'ai pu avoir tout, et voir tous les protagonistes un an après, dont Maxime Blasco. Et Maxime, c'était une belle rencontre
parce qu'il fait partie de ces militaires un peu taiseux. On sent qu'il était les deux pieds sur le frein face à une journaliste, hein, on l'a, journaliste, méfiance quoi. Et puis en fait, on a brisé la glace et c'est un mec qui est adorable, enfin qui était adorable, qui est drôle, qui est charmant, qui est très modeste, très humble, mais qui a un charisme incroyable en même temps. Donc ça fait partie de ces belles rencontres où je me dis vivement qu'on se retrouve à Gao, justement à la popote pour boire notre bière autorisée. Et ces militaires qu'on a vraiment envie de revoir et avec qui j'avais gardé contact et je l'ai revu pour le 14 juillet. Et voilà, et après il est mort. Donc j'ai eu envie de dire oui à cet éditeur parce que je le connaissais, parce que j'avais encore son sourire dans la tête, ses petits yeux qui pétillent, et puis son amour du métier, sa passion du métier, sa droiture, ses valeurs, on en avait parlé, j'étais impressionnée. Donc oui, j'ai fait ce livre et j'ai essayé de raconter son histoire, son engagement à travers les témoignages de ses frères d'armes, les témoignages de ses chefs, et les témoignages de ses deux sœurs, de Jean-Marc et Véronique, ses parents, d'Alexandra, sa compagne, même Ethan, son fils. Donc j'ai mis beaucoup de cœur hein, parce que j'avais envie à ma façon, lui rendre cet hommage. Voilà, donc c'est un récit qui, j'espère, est à hauteur d'homme, justement, et simple et émouvant, parce que comme il était, quoi. Quand il est mort d'ailleurs, il y a eu un hommage national, on a beaucoup parlé de tout ça. Toi, avec le recul et ta vision de tout ça, qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique qu'on a en France sur l'armée française, comparé d'ailleurs peut-être à d'autres pays dans lesquels tu as pu aller? Le traitement médiatique, c'est-à-dire pas le fait de faire des cérémonies, mais de les couvrir peut-être par exemple, à minima peut-être. On n'est pas les États-Unis, c'est sûr. Le militaire, le soldat n'est pas le héros de chaque Français, c'est certain. De temps en temps, la nation est touchée au cœur quand même quand il y a effectivement 13 jeunes militaires qui meurent dans un crash au Mali d'un accident. Là, oui, là il y a des gens qui sont saisis. La mort de Maxime Blasco a touché, je pense, aussi beaucoup de gens. Mais entre les deux, après, les Français, c'est loin, leur armée, le lien armée-nation n'est pas non plus extrêmement soudé. Il l'est quand il y a des attentats et après il se dissout. C'est dommage, hein, parce qu'effectivement, moi j'ai envie de dire, des mecs comme Maxime Blasco, j'aimerais qu'ils soient un peu plus mis en valeur et puis récompensés, médaillés aussi, hein, avant leur mort. Hein, voilà, pas de façon posthume. Hein. La Légion d'honneur, il aurait dû l'avoir avant, pas seulement sur son cercueil. Donc le traitement médiatique, moi je propose beaucoup de reportages à ma rédaction. Ils disent pas oui à tout. Souvent, c'est aux alentours du 14 juillet, où là, on a un peu d'autres quotas. Hein. Ça va être les sujets en exercice, ou le saut, ou les parachutistes, ou voilà, on peut organiser ça quand on se rapproche du 14 juillet. Or, 14 juillet, c'est plus difficile à vendre un exercice où il faut que ça soit en lien direct avec ce qui se passe dans l'actualité, par exemple en Ukraine. Pour donner un exemple, il y a beaucoup d'exercices où qu'on me propose de couvrir. Et il y en avait un au Portugal qui était des exercices interalliés sur les avions de chasse, les pilotes de chasse. Et d'habitude, c'est impossible de vendre ce sujet. Or, on s'est dit, attention, guerre en Ukraine, si jamais on était amené à intervenir et autres. Donc là, soudain ça intéresse la rédaction, donc ça intéresse les gens, je pense aussi. Mais sinon, la chose militaire n'est pas la première préoccupation des médias, ça c'est certain. Ça, tu penses que ça vient d'où? Ça vient d'un manque d'intérêt de la part des directeurs de chaîne, des rédacteurs en chef de magazine, ce genre de choses? Ou c'est vraiment, ça vient plutôt du bas, le lecteur, l'auditeur n'a pas forcément envie, comme aux États-Unis, de mettre en avant, enfin, d'avoir autant d'informations sur l'armée, sur ses militaires? Est-ce que c'est culturel, tu penses, ou est-ce que c'est quand même l'univers médiatique a une responsabilité là-dedans? Je pense que c'est un peu des deux, parce que le boulot des rédacteurs en chef, c'est un peu de sentir aussi ce qui intéresse les gens, ce que veulent les gens. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Hein. Et puis la preuve, tu as cette édition du week-end avec
Laurent Delahousse et avec Jean-Michel Carpentier, le rédacteur en chef, qui régulièrement font pas mal de sujets défense. Donc c'est qu'il existe aussi, à chaque fois qu'on fait un 13h15, un magazine de 30 minutes sur le portrait d'une femme militaire commandant la base aéronavale par exemple, ou là c'était la base d'Istres, pour pas dire de bêtises, de l'armée de l'air, voilà, donc c'est qu'il y a un intérêt. Et s'ils le font une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a... Après, ça dépend de la personnalité aussi du rédacteur en chef, hein. Et puis il faut pas se le cacher, moi je pense qu'il y en a pour certains qui sont plutôt, peut-être pas antimilitaristes, mais pas passionnés, pas très intéressés par le monde militaire en général, souvent par manque de connaissances, par peut-être quelques clichés, ou ouais, ça c'est bon, mais c'est pour le 14 juillet, mais ça attire peut-être à quelques personnes. C'est pas non plus l'ensemble, puisque je t'apporte un contre-exemple avec 13h15 et le journal du week-end, qui effectivement, le rédacteur en chef prend aussi assez régulièrement des reportages sur les militaires, des trois armes, oui. Là, l'actualité, elle est riche pour le coup. Et, je pense donc il y en a beaucoup plus. Lié à l'actualité, il y en a beaucoup plus, c'est certain. Et puis il y a aussi les annonces dernièrement du président Macron qui annonçait qu'on allait augmenter drastiquement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de façon significative le budget de l'État pour l'amener à 400 milliards pour la défense, ce qui est quand même beaucoup. L'Ukraine, forcément, c'est d'actualité. Toi, justement, qui rentre d'Ukraine, qui a passé presque un mois sur place dernièrement, comment toi tu vois les choses évoluer dans ce sens, et notamment par rapport à l'armée française? Est-ce que tu as pu aller en Roumanie avec le détachement Aigle ou pas? Non, je devais y aller et j'ai pas pu au dernier moment. C'est un confrère qui est allé là-bas, à ma place. Et par exemple, en Ukraine, comment ça s'est passé et quelles sont les différences majeures que tu vois toi, dans ta façon de travailler avec l'armée ukrainienne, par exemple, comparée à l'armée française? Alors un petit mot déjà sur la couverture, effectivement, est beaucoup plus importante sur le monde militaire. Par exemple, on a fait un reportage sur les Césars, parce qu'on parlait des Césars en Ukraine. Donc tout d'un coup, on nous demande comment ça fonctionne. Là, on ne parle que de chars, donc il y a un intérêt aussi pour les blindés. En fonction de ce qui se passe là-bas, subitement, et puis on voit bien là sur toutes les chaînes info, les militaires sont très 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 présents, y compris sur notre chaîne, les spécialistes. Donc là, c'est une situation presque de guerre qui fait que le monde militaire arrive plus facilement et plus aux téléspectateurs. Comment on travaille avec l'armée ukrainienne, c'est pas si facile, c'est un peu compliqué. Ils fonctionnent par division, donc il faut contacter la division si on veut faire un sujet sur la première division de tankistes, il faut appeler telle division de tel endroit. Donc il y a pas mal de démarches à faire qui sont faites par notre fixeur, donc qui est, en l'occurrence, moi c'est Oksana qui est ukrainienne et qui en un an quasiment de guerre s'est fait un carnet d'adresses extrêmement complet. Donc on a réussi à faire des choses, à aller vraiment sur la ligne de front à plusieurs reprises, et notamment sur cette fameuse ligne 0 qui est, voilà, hein, on ne peut pas aller plus proche, mais il faut pas mal d'autorisation, et en fonction des endroits, ça change. Le sud, c'est plus compliqué, ils sont beaucoup moins communicants, c'est un peu des vieux de la vieille, a-t-elle dit, donc en plus des réflexes un peu post-soviétiques de contrôle de l'information, de la communication, et puis là, dans le Donbass, c'est plus des jeunes, c'est une façon de communiquer qui est beaucoup plus moderne, les réseaux sociaux, on montre tout, hein. Là, quand on va sur la ligne 0, le mec, il n'y a aucun souci, quoi. Vous êtes avec nous, vous allez là, et vous restez le temps que vous voulez. Puis ouais, au bout de 2, 3, 4 heures, là, avec tous les obus qui passaient au-dessus de nos têtes, j'ai dit ça va peut-être suffire. Mais il y a deux façons de voir les choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils n'ont pas la démarche de faire un peu ce que j'appelle le tour opérateur, mais le press tour, qui est j'emmène X journalistes, voilà, on va faire un petit 3 photos dans les tranchées et on repart. Dieu merci, c'était pas du tout le cas, et quand on est allé les rejoindre dans les tranchées, c'était à 4 heures du matin, il n'y avait que nous, il fallait marcher 1 kilomètre dans la nuit noire. J'ai eu très peur à ce moment-là, de me casser la figure, de marcher sur un truc où il ne fallait pas, et de rester plusieurs heures avec eux dans leur quotidien de militaires, de soldats dans une tranchée sur la ligne 0. Ils n'ont pas la batterie d'officiers communication un peu stressés, un peu nerveux, c'est la première mission et
et qui ne veut pas rendre compte d'un problème avec un journaliste. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que dans l'armée française, il y en a d'excellents, hein. Il y en a avec qui on peut vraiment très bien travailler, et d'autres qui sont un peu plus obtus et c'est plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui fait office d'officier de communication, mais qui n'a rien à voir avec la communication. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il était ingénieur ou je sais plus, puis il a proposé ses services et on lui a dit « Ah, mais toi, tu as la tchatch, tu as un contact extrêmement bon et facile avec les gens, est-ce que tu peux nous faire un peu d'officier de communication ?» et le mec, il est génial parce qu'il dit « Moi, ce que je veux, c'est montrer, c'est tout montrer. » Donc on est tombé sur ce gars et on a pu effectivement être totalement libre de nos questions, de nos mouvements, de nos... Enfin, libre. Après, il nous dit quand il faut aller se mettre à l'abri, baissez-vous quand l'obus passe au-dessus de nos têtes, voilà, parce que ça met 2 secondes, et là on entend le sifflement, on se baisse, 1 fois, 2 fois, 10 fois. À un moment, on entend une salle de grade, et là, on voit bien que tout le monde s'affole un peu en disant, là, on va dans le petit... pas le bunker, parce que c'est juste de la terre, mais dans le petit trou, voilà, qui est un peu plus profond que la tranchée, et on respecte le fonctionnement de ces soldats, mais ouais, c'est plutôt plus fluide, plus facile, et puis on est en première ligne. Alors là, les militaires français, avant qu'ils nous emmènent en première ligne, c'est pas évident, quoi. Toi, en tout cas, ça te fait pas peur? Le fait de te dire justement que tu n'as pas cette sécurité de l'officier presse ou même des militaires sur place qui vont faire attention à toi ou... Non, t'es une grande fille. Ils vont faire attention à eux, je suis une grande fille, ils vont faire attention à moi, qu'ils fassent un peu attention à eux aussi. Si je suis là pour couvrir une guerre, une opération, je prends les mêmes risques qu'eux. La seule différence, c'est que j'ai pas d'arme. Moi, je n'utilise pas une arme. Donc, c'est la seule différence. Les risques, ils les prennent, les risques, je les prends aussi. Donc, j'ai pas besoin de nounou. Je suis une grande fille. C'est marrant parce que j'avais écouté une interview de toi au tout début du conflit. C'est France Info qui a France Télé qui a un podcast où il parle un peu médias et tu étais intervenu dedans. Et tu étais dans l'hôtel à Kiev et tu disais que tu comprenais pas pourquoi tu voyais en fait, depuis le début des annonces des bombardements, au petit-déj, tu voyais plus vraiment les journalistes que tu avais vus au début. Les gens partaient. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'écoutais le podcast, j'étais mort de rire parce que tu comprenais vraiment pas, quoi. Mais énervé. Ils s'en foutent, ces gens. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils partent au moment que ça commence? Je sais pas, c'est peut-être pas très, très sympa de souligner ça. Mais c'est vrai que ça m'a interpellée. Je n'ai jamais vu ça. Des gens qui partent au début de l'histoire. Jamais. Alors peut-être qu'il y avait beaucoup de jeunes journalistes, mais enfin moi j'ai commencé très jeune aussi. Je n'ai pas compris. Je pense que parce que c'était à nos portes que ça prenait une dimension très différente, qui a effrayé beaucoup de gens vraiment, et beaucoup de rédactions. Hein. C'est pas non plus le choix que des journalistes de partir. Je me souviens qu'il y avait une équipe de BFM avec des jeunes journalistes et dont certains dans l'équipe voulaient rentrer parce qu'ils étaient effrayés à l'idée de voir arriver dans les prochaines heures les chars russes jusqu'à la place Maïdan. Et il y a un JRI, journaliste reporter d'images, avec qui j'avais sympathisé et qui hésitait et qui m'a demandé conseil. J'ai dit, mais tu ne peux pas partir. Et j'ai dit, l'histoire commence maintenant. Et je sais qu'il me l'a redit après, et cette phrase est passée un peu en boucle dans sa tête le lendemain. Puis le lendemain matin, il a dit, bah non, moi je reste, l'histoire elle commence maintenant, elle a raison, je reste. Et il est retourné, et il a couvert en grande partie ce conflit, et de façon remarquable en plus. Est-ce que c'est pas lié au fait que, comme tu dis, c'est à nos portes, il y a eu beaucoup de polémiques, surtout dans notre milieu de journalistes, de gens qui disaient oui, c'est pas bien de montrer l'exemple aux jeunes, comme quoi c'est facile de partir à la guerre parce qu'après les jeunes vont se faire tuer. D'ailleurs, quand tu regardes un peu les gens qui sont de notre corporation qui sont morts sur des théâtres de guerre, il y a beaucoup d'indépendants. Tu vois, Rémi Hochlik, des gens comme ça qui n'étaient pas supportés par une grande rédaction, qui parfois n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience aussi sur le terrain. Au début du conflit, j'ai cru voir qu'il y avait 3000 journalistes accrédités, quelque chose comme ça. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui n'avaient pas de pige ou de commande ou quoi que ce soit. Et forcément, quand on se rend compte qu'en fait, c'est pas comme dans un jeu vidéo ou comme dans un film, qu'il y a des vraies explosions, que les immeubles ils explosent vraiment autour de nous, là, les gens ont peur. Est-ce que c'est lié à ça, tu penses? Ou le fait qu'il y a beaucoup de gens comme toi, de gens comme Patrick Chauvel aussi, qui ont raconté, qui du coup ont fait rêver
des jeunes qui... Mais c'est effectivement pas loin de chez nous, donc si tu es un jeune journaliste, freelance ou pas freelance, tu as un conflit comme ça qui commence, l'évidence c'est de partir là-bas. Et puis franchement aujourd'hui c'est pas comme il y a 20 ans, aujourd'hui tu peux contacter Reporters sans frontières, tu peux te faire prêter le gilet pare-balles, le casque, tu peux te faire aider, tu n'es plus le total freelance sans aucune couverture, sans aucune aide. Alors après, ils ne vont pas forcément gagner leur vie, parce que c'est des jeunes photographes, mais peut-être que tu vas faire la photo qui marquera effectivement aussi cette guerre. Donc il est normal de partir. Et il y a eu cette espèce de petit doute, de petit balbutiement au départ. Après, les journalistes sont là, les journalistes sont revenus, même certains qui étaient partis au début de la guerre sont revenus. Il y a eu un petit peu d'affolement au départ, voilà, que moi j'ai pas compris, mais que j'avais jamais vu, mais après, je sais pas, 10 jours après, 15 jours après, même les journalistes qui étaient partis revenaient, ont repris leurs esprits, quelques-uns, mais c'est vrai qu'à un moment ça s'est un petit peu vidé comme une petite volée de moineaux, mais tout le monde était persuadé que dans les 96 heures, les chars étaient là, et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Est-ce qu'ils allaient tirer sur les civils? Est-ce qu'ils allaient tout casser? Est-ce qu'ils allaient s'en prendre, pourquoi pas aux journalistes qui était de l'autre côté, du côté AI, tout était possible, hein, tout était possible. Donc, est-ce qu'il fallait que s'ils arrivaient, qu'on se cache dans les abris et qu'on soit bloqué des semaines? Il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses, et puis finalement, tout le monde s'est planté, vu qu'ils ont été repoussés au nord, au niveau de Tchernigiv, et puis qu'ils sont toujours pas là, et ça, je ne sais pas ce que dira le futur, ce qu'ils feront, on verra. Et comme tu disais aussi au début, on en parlait aussi au tout début, c'est le fait que les journalistes sont de plus en plus pris en cible aussi. Beaucoup de journalistes locaux, quelque part. Par exemple, je pense au conflit israélo-palestinien, il y a beaucoup de journalistes palestiniens qui se font tuer, mais pas forcément parce qu'ils sont journalistes, mais plus parce qu'ils sont dans le camp d'en face. Du coup, toi, même en tant qu'occidental, tu es un peu au milieu de tout le monde, donc forcément tu prends un risque. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens, quand tu parles avec tes collègues sur le terrain, est-ce que tu sens une inquiétude grandissante par rapport à ça? Tu disais qu'avant, c'était un peu... oui, tu parles du Vietnam et tout, les gens faisaient un peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient, ils n'étaient pas forcément pris pour cible. Est-ce que là, il y a ce sentiment de cette inquiétude qui grandit? Oui, même en Ukraine, hein, au départ, très rapidement, dans les premières semaines du conflit, il y a eu une dizaine de journalistes tués. Il y a eu une voiture d'une équipe anglaise qui a été criblée de balles, et les voitures étaient siglées, il y avait marqué presse, ça se voit bien qu'on n'est pas des combattants, hein. Donc il y a eu pas mal effectivement de journalistes tués au début de cette guerre, donc oui, on est plus pris pour cible, oui, peut-être que dans les parties présentes, il y en a qui préfèrent qu'on se taise parce qu'on ne porte peut-être pas la parole qu'eux souhaiteraient qu'on porte, alors que globalement, moi les gens que je vois faire sur le terrain font leur boulot de façon objective. Et les lobbies sont très forts, les pro-russes vont tout de suite démonter, pour pas dire défoncer nos reportages, en disant vendu à Zelensky, vendu non. Moi je fais mon métier de la même façon. Aujourd'hui, en étant en Ukraine, je suis vendue à personne, ni à Zelensky, ni à personne d'autre. Je ne m'auto-censure pas, on ne me censure pas. Je raconte ce que je vois. Je ne suis pas éditorialiste, donc je n'ai pas donné mon opinion. Je raconte des histoires, moi. Après, pour répondre à effectivement tous ces fantasmes des gens qui pensent qu'on ne fait pas honnêtement notre boulot, moi j'ai été en 2014 dans le Donbass côté pro-russe, donc je suis la première à dire qu'il faut couvrir les deux côtés, qu'il faut montrer les deux côtés, et j'ai montré les horreurs aussi qui avaient lieu en 2014 de côté des pro-russes. J'en ai même parlé avec certains Ukrainiens en leur disant, mais vous savez, là-bas en 2014, quand j'y étais, les bombardements c'était non-stop, l'artillerie c'était non-stop, il y avait parfois une petite pause entre 1h et 4h du matin où j'arrivais un peu à dormir, mais sinon c'était non-stop cette espèce de bande-son de l'artillerie permanente. Et j'ai vu des écoles touchées, j'ai vu des crèches touchées, j'ai vu l'hôpital, la morgue aussi, où on venait d'aller faire un tournage à la morgue, et la morgue se prend un obus juste derrière nous. J'ai vu des civils tués, comme vous.
Comme vous avez des civils tués, vous avez des écoles prises pour cible et autres. L'autre côté, et les Ukrainiens à qui je racontais ça ne me croyaient pas. Ils disaient, mais non, nous, on ne tire pas sur les civils. Je parle que de 2014, mais en 2014, voilà, c'était la même chose des deux côtés. Donc moi, j'ai juste envie de voir comment c'est. J'ai un confrère, Régis Le Sommier, qui était au nord de Bakhmout, quand moi j'étais au sud de Bakhmout. Donc on était tous les deux, moi avec les Ukrainiens, lui avec les Russes. Et il m'a envoyé un message après en disant heureusement que vous visez mal, parce que je suis toujours là. J'ai dit, toi, t'as pas bien visé non plus, parce que je suis toujours là. Petite blague entre reporters. C'est un confrère, il fait son boulot, il couvre l'autre camp. Moi, je suis de ce côté-là, je couvre le camp. Et j'ai hâte de voir son reportage pour voir quel est le ressenti, qu'est-ce qu'il a filmé, qu'est-ce qu'il a montré. Mais avec tout ce qu'on entendait dans Bakhmout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans cette ville fantôme, il n'y a pas une minute sans une explosion, sans une détonation. Mais pas une minute, il n'y a même pas 30 secondes. Donc quand on y a passé des heures et des heures, c'est non-stop. Donc c'est des deux côtés. C'est pas... L'artillerie ukrainienne, elle est précise, elle envoie, et puis les autres aussi. Et puis il y a nous, on a un peu l'habitude de distinguer les départs d'obus des arrivées. Alors on se trompe parfois, même. Et puis il y a même eu des rafales d'armes légères. Il y a une balle qui est passée pas loin. Avec la GoPro, on a filmé ça a fait tiouf comme ça, qui dit là c'est pas passé loin. Voilà, donc notre métier, c'est d'être au milieu de tout ça et de le couvrir le plus objectivement possible. Et alors après, la Russie ne donne pas vraiment de visa, ne donne pas d'autorisation. Donc nous avons, France 2, un correspondant qui a fait un boulot formidable, qui s'appelle Luc Lacroix, et qui a été de nombreuses fois, parce qu'il n'y a que lui qui est autorisé là à aller avec les troupes russes. Et hélas, quelques autres, pas beaucoup, ont eu un visa, ils peuvent aller à Moscou, mais n'ont pas l'autorisation d'aller suivre l'opération spéciale. Et c'est dommage, parce qu'on ne peut pas dire, oui, vous ne montrez pas ça, vous montrez que le côté ukrainien. Si on n'a pas les moyens, moi la dernière fois j'avais fait les deux camps, là ça me semble difficile, je pense que comme j'ai couvert le début de la guerre et là, d'avoir une autorisation me semble impossible du côté russe. Puis ça serait peut-être trop dangereux pour moi maintenant que j'ai couvert effectivement beaucoup ce côté-là. Ça doit être compliqué, non, aussi de se dire que tu parlais de Régis Sommier qui est passé par Paris Match et qui est passé aussi par RT, par Russia Today, qui a été déprogrammé en France. On peut en penser plein de choses d'ailleurs de cette décision-là, mais c'est surtout le fait que la plupart des gens qui sont dans le Donbass aujourd'hui, des journalistes français qui bossent là-bas, ils savent qu'en mettant les pieds là-bas, ils seront un petit peu grillés aussi, non seulement côté ukrainien, mais un peu côté médiatique français, non? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas parler de le simple fait d'expliquer qu'en 2014, il y avait déjà la guerre qui commençait, que les Ukrainiens tiraient aussi sur la population ukrainienne, pro-russe, etc. Le climat politique en France fait que tu es vite assimilé gauche, droite, extrême, milieu, machin. J'espère pas, moi je te parle en tant que journaliste qui a vécu ça. Quand je dis tu, c'est au sens large, tu vois. Et comment toi, tu arrives à naviguer là-dedans en disant, est-ce que tu vas te dire, par exemple, il faudrait pas que je fasse ça parce qu'on va m'assimiler à, tu vois, c'est complexe. Oui, c'est un petit peu complexe, mais malgré les risques de mauvaises interprétations, moi je te dis la vérité comme je l'ai ressenti, comme je l'ai vécu. Et puis merde quoi, on est journaliste, donc on doit montrer les deux côtés. Enfin, ça ne souffre aucune hésitation. Chez le pire dictateur, chez le pire sanguinaire, tu montres les deux côtés. Tu montres les deux côtés en Syrie. Quel que soit toi ton parti pris, nous, France 2, on a envoyé côté Bachar, on a envoyé côté de l'opposition. Tu te dois de faire ça. C'est une évidence pour moi et ça me met en rogne quand on me dit ouais, allez pas montrer ces salauds de Russes ou oui, ces salauds de Russes, j'en sais rien. Je voudrais que je les voie déjà pour. Alors oui, il y a un pays qui a commencé cette invasion. Ça, c'est une évidence et il faut le rappeler. Faut pas faire l'histoire à l'envers. C'est un pays très fort sur la propagande, donc faut pas se laisser embobiner. Mais les faits, nous, reporters de terrain, et pas reporters de salon, moi, je vais aller sur place et je vais vous raconter. Donc, Régis Le Sommier, mon confrère, il va raconter. Moi, je lui fais confiance. Je l'ai rencontré sur plein de terrains de guerre. Alors après, il va être évidemment catalogué, de par son passage à Russia Today.
C'est dommage, j'ai envie de dire, regardons ce reportage d'une façon honnête, neutre, quel que soit le parti pris de chacun. Peut-être qu'il y a quelque chose à piocher en information, en ressenti, dans ce qui mettra peut-être un petit peu de mesure dans ce qui est dit par les politiques. C'est... même sans forcément le passage sur Russia Today, tu vois, je pense par exemple la fois où il avait interviewé Bachar el-Assad, il s'est fait découper en 10 à cause de ça. Parce ce qui est fou, parce que l'interview en plus était intéressante, mais tu penses que le problème il est à quel niveau? Il est au niveau politique, il est au niveau de l'éducation l'éducation nationale, on devrait expliquer ce que c'est le boulot de journaliste, que c'est le fait de, tu vois, est-ce que c'est parce qu'il y a quand même un récit national qui se construit, il y a les gentils, les méchants, dans toutes les institutions, on va pas, enfin, tu vois, et toi, tu es au milieu de ça. France Télé reste quand même aussi un appareil de l'État aussi en lui-même. Toi, t'es à la production, mais t'es pas au rendu final. Est-ce que tu sens, encore une fois, peut-être un peu de censure ou d'autocensure, pas de ta part, mais de la part de ton chef, quand il va décider ou pas de placer le sujet à tel moment du JT ou... Oui, c'est possible. Alors, autocensure, je te redis, en ce qui me concerne, non. Censure, j'emploierais pas ce mot-là, parce que parfois on nous demande quelques modifications. On nous demande une V2. Ça nous énerve quand on est sur le terrain, mais la V2, c'est « Ah oui, tu aurais dû commencer par les images d'entraînement en Biélorussie ». Là, j'étais à la frontière avec la Biélorussie, et il y avait des images qui étaient diffusées par le ministère de la Défense russe, de soldats russes qui s'entraînaient, que moi, j'avais mis pour moi, les archives, c'était plutôt au milieu, voire à la fin du sujet. Je commençais par mon tournage dans les tranchées à 1 kilomètre de la Biélorussie, et j'expliquais que pendant ce temps-là, à la frontière... Et je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas d'accord, mais au bout d'un moment, le rédacteur en chef a raison, donc tu es obligé de te plier, mais a voulu commencer par ces images, pas d'archives, qui dataient de quelques jours, pour peut-être tendre un peu le début. C'est un petit peu la tendance, il faut tendre le début. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne vends pas des aspirateurs, je raconte une histoire, donc je n'ai pas tout pris besoin de tendre tout le temps. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Tu obtempères, parce que sinon, tu vas faire quoi? Un bras de fer, batailler pour garder ton montage éditorial. Mais voilà, c'est sur la forme. Et puis on va te dire, oui, muscle un peu ta première phrase, que ça soit un peu plus sur Bakhmout, la route. Moi, je commence, nous partons, nous croisons des chars. Et puis on te dit, oui, la route de tous les dangers. C'est cliché, c'est nul. Donc je vais en trouver une entre les deux en disant, voilà, une route à découvert, dangereuse, voilà. Mais c'est là-dessus que ça se joue. Donc là, on n'est pas dans la censure. Après, c'est plus rendre sexy le truc pour essayer de faire un peu plus d'audience. Voilà, ça c'est les petites recettes des rédacteurs en chef. Ils veulent vraiment que ça commence très fort dans le sujet. Et c'est en fonction des éditions. Le 20h, le 13h, c'est pas les mêmes réflexes. Donc nous, on connaît un peu le style de chacun. Donc on essaye de faire un peu la façon qu'ils aiment. Mais sinon, sur le fond, alors après non, ce qu'ils peuvent faire, c'est choisir plus de sujets, plus d'angles. Là, la spéciale pour les 1 an, il va y avoir évidemment beaucoup d'équipes en Ukraine, beaucoup de reportages, et peu, pour les raisons que j'ai expliquées avant, côté Russie. Mais c'est un petit peu compliqué. Oui, ils ont déjà, enfin, que ce soit le pays, que ce soit les politiques, que ce soit même notre chaîne, la spéciale, il y avait le drapeau ukrainien. Est-ce qu'on doit? Moi, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. La première émission spéciale, voilà, il y a le logo avec le drapeau ukrainien. Mais pourquoi? Là, ce qui met en plus quelque part en danger les équipes sur le terrain aussi, parce que quand tu t'identifies politiquement avec ton média, c'est un peu, tu vois, je pense par exemple à la séquence qui a beaucoup tourné ces derniers temps où l'explosion filmée en direct par le petit journal, enfin le quotidien. J'étais dans cet hôtel 2 jours après. Ah ouais. Cette séquence, elle est dingue. Et quand tu vois qu'elle a été reprise par tous les médias russes, et ils commençaient par dire la chaîne d'homosexuels français, machin, nanana. Alors en plus, c'est très russe. C'est un peu spécial. Mais du coup, tu vois, même en France, quand tu vois même ta rédaction,
qui a couvert les gilets jaunes avec des gardes du corps, des silhouettés, à faire des... Alors, je ne sais pas si c'était votre cas à vous, mais je sais que iTélé, CNews, etc., BFM, etc., à un moment donné, tu voyais les mecs sur le terrain, moi je le voyais dans les manifs quand je le couvrais en photo, les mecs faire leur direct avec le main libre, caché dans le manteau pour éviter de faire le... Enfin, de pas montrer. Tu vois. Ah ben moi au contraire, comme je sais qu'ils faisaient la chasse à BFM, et donc moi j'affichais les couleurs et j'avais mis en gros autour du cou France Télévisions. Et quand tu nous disais ouais, est-ce que vous êtes BFM, je sais pas pourquoi ils avaient une telle haine de BFM, hein, qui faisaient franchement bien leur boulot. Et là moi je disais non, France Télévisions, ok ça va, ça passe. Mais c'était super chaud, c'était super compliqué. Donc c'est sûr qu'ils enlevaient le truc BFM, sinon ils se faisaient massacrer. Mais c'est d'une absurdité, alors que c'est des gars que je connais très bien, faisaient leur boulot parfaitement bien. Donc dès qu'il y a un truc qui était de travers, ça plaisait pas aux gilets jaunes. Mais bon, c'est un autre débat. Donc en tout cas par rapport à la Russie, ouais, je pense qu'il faudrait un peu plus revenir aux basiques du journalisme, et que même si c'est celui qui fait cette invasion, ce pays qui fait l'invasion, néanmoins, il faut faire des reportages sur eux, peut-être un peu plus. Mais c'est vraiment la journaliste qui part sans aucun parti pris dans cette histoire, puisque j'ai couvert les deux côtés. Une question par rapport à... Tu disais au début que quand tu as commencé, il y avait des femmes qui étaient reporters à l'étranger, grands reporters, et qui partaient sur les zones de conflit. Il y en avait, pas beaucoup, mais il y en avait, et pas beaucoup des jeunes. Enfin, pour toi, c'était compliqué parce que tu étais jeune. Quel regard tu portes sur ça aujourd'hui, à l'heure où la profession journalistique, c'est quand même très féminisé, il y a beaucoup de femmes, et aussi sur le terrain, ce genre de terrain. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que pour une jeune fille qui nous écoute, qui est en école de journalisme ou qui aimerait se lancer là-dedans, tu as envie de lui dire quoi? Elle va m'appeler, t'inquiète pas, elle va m'appeler. Il y a beaucoup de jeunes filles étudiantes dans les écoles de journalisme, effectivement, qui me contactent en disant que j'ai un parcours qui les fait rêver. Donc il y a cette même appel de l'aventure, de ce métier, de passion, malgré le danger, et pas pour le danger. C'est pas pour l'adrénaline qu'on fait ça. C'est vraiment l'adrénaline nous permet de tenir, mais c'est un métier de passion. Ça, c'est une évidence. Donc ceux qui veulent faire ce métier, je dirais effectivement des conseils qui plairont pas du tout à leurs parents, parce que je dis, s'il y a une guerre en Ukraine, partez en Ukraine. S'il y a un conflit effectivement ou des manifs en Biélorussie, débrouillez-vous pour vous rapprocher de la Biélorussie et raconter ces histoires-là. Partez sur le terrain, n'attendez pas qu'une grande rédaction vous envoie. Moi j'ai été envoyée très jeune dans tous les pays comme ça n'arrive plus. Ou alors visez les chaînes d'infos qui, elles, vont vous envoyer très jeune. Ça va être très dur comme rythme, mais vous allez tout apprendre là-bas. En tout cas, ouais, accrochez-vous, faut y aller. Faut y aller. Et puis alors, une fille ou un garçon, franchement, c'est pareil sur le terrain. Peut-être que moi, quand j'ai commencé, on se devait d'être encore plus courageuse que les mecs. Parce qu'il y en avait moins, parce qu'il fallait montrer qu'on avait notre place, et encore plus que les autres peut-être. Donc peut-être qu'on en a fait parfois un petit peu plus, on a peut-être fait des caisses. Mais sinon c'est accepté, c'est reconnu. Mais même moi, je me suis vraiment imposée sur le terrain assez facilement. Dans des pays, on en parlait tout à l'heure, des guérillas en Afrique où ils sont pas super féministes. Donc il y avait des mecs qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas en train de faire la cuisine, t'occuper de tes enfants? Je dis, ça va, j'ai 28 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, et je suis là. Ah ouais, tu sais que c'est dangereux? Oui, pour toi aussi. On va se prendre le même risque, les mêmes balles, les mêmes obus. Et ah ok, d'accord, t'as pas peur, allez, on y va. Et du coup, c'est même moi qui emmenais la première sur la ligne de front. Après, cette foutue de ma gueule un petit peu, parce que je disais, plutôt une jeune femme, c'est plutôt sympa d'avoir une présence féminine. C'est leur sœur, leur mère, leur femme, leur fiancée, ce que tu veux. Et souvent, plutôt que d'emmener un vieux reporter, donc j'en portais le coup quand même assez souvent. Et on allait sur la ligne de front, finalement assez facilement, ouais. Ouais, il y a vraiment pas de différence, quoi. Toi, tu perçois pas il y a pas de favoritisme, un homme plutôt qu'une femme.
du moment que la personne fait son boulot. Je pense que c'est plus lié à la personnalité, effectivement, à la façon de demander. J'ai vu des superstars de l'information se faire envoyer balader et des petits journalistes d'un petit média qui ont réussi à se faire accepter. C'est aussi beaucoup dans la façon dans l'approche que tu as des gens, que ce soit sur un terrain de guerre ou pas un terrain de guerre. Hein. Je pense que le métier c'est pareil quand tu le fais en France. Pour une enquête, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Hein. Les militaires sont bien placés pour savoir ça. Mais non, on fait le même métier, quoi. Pour terminer cet entretien, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune, tu as parlé d'une fille, mais plus largement à quelqu'un qui s'intéresserait au métier de l'information, au reportage, en dehors d'aller sur le terrain et d'actionner, quoi, de faire, quel est le conseil que tu donnerais? De ne pas être informé que sur les réseaux sociaux, donc de revenir aussi à des fondamentaux comme lire les grands journaux, aussi bien Le Monde que Le Figaro, qui en termes d'étrangers font un travail formidable et apportent effectivement en plus du reportage une analyse des faits qui sera toujours plus complète que ce que nous on peut faire à la télévision, même si on essaye effectivement avec des angles de mettre le focus, des explications, des chiffres, des choses comme ça, de surtout ne pas exclure aucun média, donc effectivement que ce soit des podcasts radio, la presse écrite, la télévision, hein, puis les docs formidables qu'on peut faire sur ces terrains-là, de garder cette curiosité et cette honnêteté et cette passion, quoi, qu'il faut. C'est vraiment, s'il y a un mot qui revient tout le temps, ce pays nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on fait beaucoup de sacrifices pour ce métier-là, mais il nous donne tellement en retour de satisfaction. Je suis tellement plus riche de toutes ces rencontres faites sur le terrain et dans les pays en guerre et pas que c'est un métier absolument merveilleux et que je fais moi avec la même passion depuis 30 ans. Ça passe vite, hein. Bon, en tout cas, ça se sent que tu es passionné et c'était vraiment intéressant, donc merci pour cet échange. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.